Eh bien, bonjour à tous. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à cette première partie du mois de la recherche à la faculté. Mais d'abord, avant de commencer, je profite de cette occasion pour souhaiter à tous une bonne année, une année pleine de santé et de sérénité et qu'elle puisse nous emmener, ramener à nouveau dans une situation où on pourra se voir et physiquement finalement plutôt que sur un écran d'ordinateur. Je profite également, j'aimerais d'abord remercier tous les étudiants qui ont accepté de participer, de présenter leurs travaux de recherche et de leurs travaux d'abord, et ensuite d'avoir accepté de participer. Donc, merci beaucoup. Et nous sommes très anxieux de vous écouter et d'apprendre de ce que vous allez nous dire. Cette année, nous avons décidé de consacrer le mois de janvier à la recherche. Notre objectif est de promouvoir la dissémination des connaissances, l'innovation et la créativité, tout en focalisant sur la mission de la faculté qui est de promouvoir la santé bucco-dentaire et totale des patients. Il y a eu un changement dans la structure compte tenu de COVID. Ce n'était pas notre choix de morceler la journée en plusieurs parties, mais force majeure, nous avons dû procéder de cette façon. Et mais par contre, ça nous donne l'opportunité de se voir plus régulièrement et d'échanger. J'aimerais préciser ici que l'exposition à la recherche fait partie essentiellement des conditions d'agrément de notre programme. Nous sommes tenus d'exposer nos étudiants à la recherche et actuellement, ça fait partie également des exigences des étudiants d'être exposés à la recherche et d'en retenir quelque chose. Donc, cette précision faite, j'aimerais demander au présenteur de bien vouloir respecter le temps de 10 minutes alloué pour la présentation. Et également, j'aimerais vous demander à tous de fermer vos caméras, vos micros durant les présentations. Nous avons prévu une période de questions à la fin des 10 minutes et il y a deux façons de le faire, c'est de mettre vos questions sur le chat ou d'ouvrir votre caméra de façon à ce que l'on sache que vous voulez poser une question. Donc, ceci dit, la parole est au présentateur et notre première présentation est celle de Mme Amal Idriss Janati, étudiante au PhD de Dr Emami, et qui va nous présenter ses travaux sur le Fusobacterium nucleatum, une bactérie parodontogène, potentiellement oncogène, une étude pilote. Amal, la parole est à vous. OK, excusez. Je vais juste d'abord essayer de... J'ai perdu l'écran. Excusez-moi. Voilà. Est-ce que vous arrivez à voir si j'agrandis l'écran? C'est bon? Oui, oui, oui. Parfait, merci. Merci, Dr Nancy, merci à Rima et toutes les personnes qui ont organisé le mois de la recherche. Alors, moi, je vais commencer en présentant un projet sur une bactérie orale, le Fusobacterium nucleatum, qui devient aussi une intrigue pour les chercheurs en oncologie colorectale. Je vais commencer par un petit rappel sur la bactérie. Le Fusobacterium nucleatum fait partie des espèces dominantes du microbiote oral. Elle joue aussi un rôle très important dans la formation de la plaque dentaire. Elle agit en fait comme un pont entre les bactéries colonisatrices précoces et les bactéries colonisatrices tardives, en emprisonnant l'oxygène et les dérivés oxydatifs. Donc, elle permet de créer les conditions idéales pour soutenir et maintenir les bactéries parodontogènes anaérobies majeures de la maladie parodontale. Parmi les bactéries les plus associées à la maladie parodontale, c'est l'une qui a été la plus détectée dans des affections de sites éloignés de la bouche, à savoir on l'a déjà détectée dans des ulcères cutanés, périamygdaliés, arthrite septique, endocardite. Et récemment, la bactérie n'est plus notre bactérie professionnelle, nous, de santé bucco-dentaire, mais aussi celle des oncologues en oncologie colorectale, parce que normalement, cette bactérie ne fait pas partie
du microbiote intestinal. Donc, normalement, il est détecté dans un côlon sain et il est présent à des quantités très infimes, de l'ordre de 0,03% normalement. Mais on a rapporté durant les dernières années un enrichissement donc anormal de la bactérie en présence de tumeurs colorectales et qui était encore plus élevé que dans les adénomes, les lésions précancéreuses colorectales, et plus élevé que les tissus sains du côlon. Donc, ce gradient, si vous voulez, d'élévation de charge bactérienne, donc de cette bactérie dans le côlon, a donné une idée sur son rôle actif dans le processus de développement tumoral colorectal. Et aussi, parallèlement à ça, il y a eu des études donc sur les animaux et des études de laboratoire qui ont identifié en effet deux facteurs virulence à la bactérie qui lui procurent à la fois un effet pro-inflammatoire et pro-oncogène colorectal. Alors nous, en voyant tout cela, la question se pose de plus en plus, cet enrichissement, la bactérie, il est oral, et cet enrichissement dans le côlon anormal serait-il lié en fait à son enrichissement aussi dans la cavité buccale? Est-ce qu'au moins concomitant un enrichissement dans la cavité buccale? Parce que ça ouvre des perspectives très importantes, que ce soit sur la prévention déjà du cancer colorectal en prévenant les maladies parodontales et en les traitant, mais aussi sur la possibilité, on peut aussi envisager de faire des tests salivaires pour discriminer les cas de néoplasie et que ce soit des tests de dépistage, par exemple, avant de passer dans des coloscopies. Pour répondre à cette question-là, donc, on a mené une étude où on allait investiguer la bactérie à la fois dans la salive et dans la muqueuse colorectale, chez les mêmes sujets, chez des contrôles et chez des personnes qui ont été diagnostiquées avec des néoplasies colorectales, des lésions précancéreuses et cancéreuses. Bon, aller directement dans une étude à plus large, à grande échelle, ce serait très difficile. Et on a pensé d'abord de passer par d'une étude de faisabilité. Il faut tester déjà la méthodologie qu'on a planifiée pour l'étude. Et aussi, les résultats préliminaires peuvent nous aider après pour calculer la taille échantillonnale et prévoir aussi les défis. C'est toujours donc très intéressant parce que la recherche dans le domaine est vraiment toute nouvelle et toutes données sont intéressantes. Alors, donc, on a procédé par une étude cas témoins à base hospitalière. Donc, ça veut dire qu'on a recruté nos cas et nos contrôles à l'hôpital. On a approché des personnes qui allaient passer un examen de coloscopie pour pouvoir justement avoir des biopsies de muqueuse colorectale. Et donc, on a approché les personnes qui devaient passer des coloscopies, soit parce que tout simplement, ils devaient faire un dépistage préventif pour le cancer, parce qu'ils ont l'âge au-dessus de 50 ans, ou par exemple parce qu'ils ont un parent qui a eu le cancer colorectal de premier degré, ou bien par exemple parce qu'ils avaient des changements, des désordres intestinaux qu'ils ont justifié d'aller investiguer s'il y a un polype ou un cancer colorectal. Alors, on a fait des critères d'exclusion, bien sûr, donc surtout que les personnes ne devaient pas avoir pris un antibiotique dans les 3 derniers mois et qui ne devaient pas avoir une maladie de Crohn ou de colite ulcéreuse, parce qu'on c'est déjà documenté que la bactérie F. nucleatum, elle aussi, elle intervient dans ces deux maladies. Alors, donc, on les faisait consentir avant de faire la coloscopie, bien sûr, pour pouvoir collecter les biopsies. Et puis, après la coloscopie, c'est là qu'on les mettait dans le groupe cas ou contrôle. Les contrôles, c'est quand la coloscopie, elle montre une muqueuse parfaite, saine, il n'y a rien du tout. Puis lorsqu'on trouve un polype qui a un potentiel de transformation maligne ou une tumeur, tout simplement, donc c'était nos cas, ce qu'on confirmait par l'examen histologique, bien sûr, des lésions qui ont été excisées. Les données collectées, on a administré des entrevues. Donc, on a fait un questionnaire parce qu'il ne faut pas seulement collecter les biopsies, mais aussi pour établir un lien entre la bactérie et le cancer colorectal, il ne faut pas ignorer toutes les expositions concurrentes aux facteurs de risque. On ne peut pas ignorer la consommation des personnes, par exemple, d'alcool, de viande rouge transformée, de tabagisme, etc. Donc, il fallait collecter l'information sur ça. Et aussi, donc, on a collecté les échantillons de salive auprès de tous les participants. En fait, il y a des kits qui sont commercialisés pour l'analyse du microbiote oral. Donc, ils ont des stabilisants pour ADN bactérien. Puis, on a collecté des biopsies lors de coloscopie. Alors, donc, quand le gastro-entérologue faisait son examen, il prenait une biopsie sur le côlon droit et le côlon gauche sur les muqueuses saines parce que le microbiote est différent entre les deux localisations du côlon et sur les néoplasies lorsqu'il en trouvait chez les cas. Tous les échantillons étaient congelés à moins 80 dans le centre de recherche du CHUM, puis analysés à la fin par qPCR ciblé sur la bactérie Fusobacterium nucleata.
Au total, on a pu avoir la participation de 43 patients consécutifs dans la moitié des cas et moitié des contrôles. Et on a eu des échantillons de 24 lésions néoplasiques parce qu'il y avait comme 2 patients qui avaient 2 polypes qui ont été excisés, donc qui ont été biopsiés. Et donc, pour un total de 135 échantillons biologiques, incluant la salive, les échantillons de tissu sain chez les 2 groupes et les échantillons de néoplasie chez les cas. Le profil des néoplasies qu'on a eu dans l'étude, c'était comme ça. Donc, ça montre un petit peu à quoi ça ressemblait parce qu'on n'a pas choisi nos néoplasies, c'était des patients consécutifs. Et ça donne une idée aussi sur la fréquence de découverte de ces néoplasies par type histologique. Alors, 83% des lésions étaient de type ce qu'on appelle les adénomes conventionnels avancés. Donc, il faut savoir que 85% des cancers colorectaux évoluent à partir de ces adénomes. Et puis, 2 cas, ils étaient de ce qu'on appelle les Cécile serrated, des adénomes festonnés, parce qu'il y a une voie alternative de transformation de l'adénome vers le cancer colorectal, donc 15%. C'est des différences, en fait, au niveau moléculaire. Et on a eu 2 cas de cancer colorectaux. Pour ce qui est des résultats concernant donc la détection et la quantification de la bactérie, parce que nous avons 2 outcomes. Il y a la détection, le taux de détection, ça veut dire que le pourcentage des échantillons qui ont été positifs, où la bactérie a été juste détectée sans tenir compte de son niveau. Puis il y a aussi la quantification de la bactérie qui nous a été procurée par l'appareil PCR normalement et nous donne une valeur donc, qui exprime le niveau de la bactérie, c'est le 2 minus delta CQ. Et donc, ce qu'on a comparé, ça, entre donc, les cas et les contrôles, que ce soit pour les échantillons donc, salivaires et les échantillons de muqueuse. La bactérie, pour ce qui est le taux de détection, il était similaire et haut dans tous les échantillons de salive, que ce soit chez les cas et les contrôles. Il n'y avait pas de différence à laquelle on peut s'attendre parce que c'est une bactérie commensale finalement. Et pour la détection dans les muqueuses, il y avait comme 9 contrôles qui étaient détectés avec la bactérie dans leur muqueuse, que ce soit dans le côlon droit ou le côlon gauche, et juste un cas qui a été détecté avec la bactérie dans son polype et dans ces deux biopsies de côlon droit et de côlon gauche. Le niveau de la bactérie chez ce cas-là était beaucoup plus élevé que le maximum constaté dans les biopsies des contrôles. Pour ce qui est de la comparaison du niveau de la bactérie, on a comparé ça dans la salive parce qu'il n'y avait pas suffisamment de cas positifs finalement avec la tumeur, les tissus positifs à la bactérie, mais on a comparé dans la salive et le niveau médian de la bactérie dans les échantillons de salive du groupe de cas était plus élevé que celui dans le groupe contrôle. On ne parle pas ici, donc c'est des résultats qui sont bientôt exploratoires parce que c'est un petit échantillon, on n'est pas en train de parler d'inférence statistique, mais c'est plus donc exploratoire. Et on a trouvé une corrélation entre les niveaux de la bactérie dans la salive et dans le côlon proximal droit chez les contrôles, chez qui on a pu examiner cela. Pour expliquer ces résultats, donc d'abord, bien sûr, comme j'ai dit, la détection de la bactérie, juste le taux de détection de la bactérie entre les cas et les contrôles, finalement, ce n'est pas une variable à aller explorer. Donc, il faut encourager les études à aller directement vers des techniques quantitatives pour discriminer entre les néoplasies et les contrôles parce que la bactérie, c'est une bactérie commensale. Donc, il faut viser directement des techniques quantitatives. Pour ce qui est la détection de la bactérie chez les contrôles, donc ce n'est pas nouveau. Les études antérieures ont tous eu des contrôles qui étaient détectés avec la bactérie et on suspecte que ce sont les motifs, en fait, les manifestations cliniques qui ont motivé la coloscopie chez ces contrôles-là qui peuvent expliquer finalement la détection de la bactérie. On ne sait pas si la bactérie est aussi liée aux manifestations ou désordres gastro-intestinaux autres que les tumeurs et la maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse, mais il faut y penser parce que souvent, il y a des contrôles aussi qui sont détectés avec la bactérie. Et donc, il est très important de documenter ces manifestations lorsqu'on veut vérifier le lien entre la bactérie et le contrôle et le cancer colorectal, ou tout simplement, faudrait-il peut-être restreindre les contrôles dans une étude ultérieure à des contrôles asymptomatiques. Il passerait la coloscopie juste pour un dépistage préventif pour pouvoir contrôler finalement ce facteur-là. Le niveau de la bactérie plus élevé dans la salive des cas que les contrôles, c'est prometteur. C'est quelque chose qui a été… Donc, il y avait eu une étude antérieure qui ont procédé de la même façon que nous au niveau de l'analyse
qPCR, avec Taqman et tout, ils ont trouvé aussi donc, la même chose avec des résultats significatifs parce qu'ils avaient comme 70 cas et 70 contrôles. Et donc, c'est quelque chose à vraiment donc, continuer pour explorer dans l'avenir. Par contre, ils n'ont pas vu la corrélation avec donc, les tissus colorectaux, ce qu'on voudrait nous faire. Enfin, donc, le taux de détection donc, il était très bas dans les adénomes. On était surpris au début parce que tout le monde rapporte un enrichissement dans les lésions précancéreuses alors qu'on en a trouvé un seul qui était positif. Ça, on peut l'expliquer finalement par la représentation donc, des adénomes, le type histologique des adénomes dans notre échantillon. Parce qu'en finant dans la littérature, finalement, on a trouvé qu'effectivement, la détection de la bactérie était plus élevée dans ce type-là qu'on a trouvé juste 2 cas dans notre étude d'adénomes festonnés, les sessiles. Et on suspecte actuellement que la bactérie n'est pas impliquée dans la transformation cancéreuse colorectale dans toutes les voies, mais seulement dans cette voie qui implique des adénomes d'origine festonnée et non pas dans les adénomes conventionnels qui vont se transformer en cancer colorectal. Donc, il faut en tenir compte peut-être aussi pour calculer, pour la puissance statistique des analyses à venir et pour la présentation donc, de l'échantillon. Et aussi, donc, finalement, comme je vous ai dit, il faut vraiment donc, tenir en considération les manifestations. C'est quelque chose à explorer, les manifestations gastro-entérologiques qui sont causées aussi par la bactérie. En conclusion, je pourrais dire qu'une étude ultérieure, elle est nécessaire, elle est toujours on en a encore besoin. Les données actuelles, donc on en a vraiment besoin. C'est peu d'études qui ont fait ça. Il est justifié, mais il faut procéder bien sûr en suivant nos recommandations avec des ajustements peut-être dans la méthodologie. Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut opter par des techniques quantitatives et miser plus sur donc, le niveau de la bactérie comparé entre les groupes que plutôt sur juste sa détection dans la salive. Peut-être dans la muqueuse, c'est suffisant de comparer les détections, mais il faut vraiment donc miser sur le niveau de la bactérie au niveau de la salive entre les 2 groupes. Donc voilà, je ne veux pas donc prendre plus de temps, j'essaie de respecter mon temps. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Amal, pour cette intéressante présentation et qui réaffirme finalement que le microbiome de la cavité buccale a un impact au niveau de l'intestin. C'est une voie qui semble prendre une ampleur beaucoup plus structurée de plus en plus. Juste une question banale. Est-ce que la détection de la bactérie dans les selles peut servir, a été faite ou peut servir comme diagnostic, comme guide ou non? Oui, c'est une bonne question. Oui, les études qui ont investigué la bactérie, généralement, c'est soit qu'ils ont cherché aussi à examiner dans les selles, soit dans les tissus muqueux. D'ailleurs, maintenant, actuellement, on commence à voir la valeur de la bactérie comme prédictive dans les échantillons de selles pour aussi les considérer comme des tests pour dépistage du cancer colorectal. Et la seule chose, il y a des différences certainement dans la composition bactérienne de la muqueuse intestinale et des selles. Aussi pour enlever le risque, parce que quand je prends dans la muqueuse, ce n'est pas comme dans les selles. Les selles, il faut aussi tenir compte de la préparation que les personnes vont avoir avant de passer la coloscopie. Vous savez, ils font une préparation comme 24 à 48 heures avant. Il y a aussi des problèmes techniques à venir avec ça, à devoir collecter les échantillons, par exemple, soit une semaine avant, soit il faut attendre au moins comme 12 semaines après pour éviter les effets, par exemple, à long terme sur la composition du microbiote. Et c'est pour ça qu'on a opté pour donc, les biopsies, puisque les personnes vont de toute façon passer la coloscopie. Voilà. Merci. Le panel est ouvert maintenant. Les questions, on attend vos questions. Monsieur le doyen, je vois que vous avez la main levée. Oui, on vous écoute. Oui, je suis en train de je lève le quai virtuel aussi, donc maintenant je vais le lever. Bon, merci Amal, je pense que c'est très, très intéressant. Écoute, moi, de façon très, très générale, j'aimerais te poser la question. Si jamais on a eu la chance de le faire avec une étude quantitative quand même qui va nous démontrer possiblement cause-effet
parce que qu'est-ce que j'ai compris à date, vous n'êtes pas là encore. Donc, il y a quand même là, une corrélation quand même là, qui est forte avec une value de P quand même là, qui est 0,09. Je comprends qu'il y a peut-être là, une tendance là, qui est dans quelqu'un. Mais si jamais ça arrive, puis on sait que bactéries pour causer quand même certaines maladies ou peut-être là, qui est terminé avec un cancer, où on trouve vraiment F-nucléotome? Comment on peut prévenir, là, par exemple, l'entrée dans la cavité buccale? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que ce n'est pas faisable? Est-ce que c'est vraiment là, dans n'importe quoi qu'on mange ou on ne peut pas le faire? Parce que moi je ne sais pas, puis je pose la question si vous avez la chance là, de l'explorer vraiment. En fait, c'est ça. Donc, le Fusobacterium, si en fait, on trouve vraiment qu'il y a une corrélation dans sa présence dans le bouche et ce qu'on vient de voir avec le développement tumoral colorectal, il faut aller vérifier la maladie parodontale. Donc, c'est ça, parce qu'en fait, ça fait partie juste du projet entier de vérifier l'association entre la maladie parodontale et le cancer colorectal et qui stipule que ce sont les bactéries qui sont transloquées finalement dans d'autres régions du corps, parce que c'est ça, soit que la bactérie, elle peut être ingérée ou inhalée, ou parfois elle passe dans le système de la circulation sanguine pour qu'elle se trouve dans d'autres, s'il vous plaît, si vous voulez, endroits du corps humain. Et donc, ça, c'est une façon aussi de motiver la santé publique et toutes les personnes qui sont liées à donner une grande importance à la maladie parodontale, à ce que soit contrôlé, diagnostiqué et traité. Parce que je suppose que si quelqu'un est traité, il va avoir moins de bactéries, de F-nucléatome dans la bouche et au moins on éviterait cette voie d'accès. Merci. Merci. D'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois Joanie Lorrain qui a son écran sans son... Est-ce que tu as une question, Joanie? Non, donc, s'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup, Amal, à nouveau. Et on a hâte de connaître la suite à cette étude et effectivement, d'élaborer un peu ce lien entre la maladie parodontale et la dissémination à divers sites et comment tout ceci vraiment se joue dans le concept d'une santé totale. Donc, je pense qu'on ne peut pas séparer la bouche du reste du corps, ce qui malheureusement a été fait dans certaines circonstances. OK? Merci beaucoup. Merci à vous. OK, donc la prochaine présentation, OK, est celle d'Angela Bernardo Carpio, oui, qui est sous la direction du Dr Esfandiari, qui va nous parler de l'expérience d'apprentissage clinique des étudiants en médecine dentaire par modalité audiovisuelle courant la pandémie COVID-19. Oui. Je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, oui. Ben, non, on ne voit pas le partage d'écran, par contre. Et maintenant, c'est bon? Oui. OK, super. Oui, moi, c'est Angela Bernardo Carpio et j'ai fait un projet de stage avec Dr Esfandiari durant l'été 2021. Puis le titre de la recherche, c'était « L'expérience d'apprentissage clinique des étudiants en médecine dentaire par modalité audiovisuelle courant la période de COVID-19 ». Donc, je vais vous expliquer un peu le processus de recherche et par la suite, on va voir les résultats ensemble et les conclusions qu'on peut tirer. Donc, tout d'abord, on a fait une recherche préliminaire sur PubMed avec des mesh terms pour voir les résultats un peu qu'on pouvait trouver sur cette base de données.
Puis par la suite, on a fait une recherche finale sur plusieurs bases de données, notamment Ovid Medline, Embase, All, Web of Science et plusieurs autres. Donc, ici, j'ai mis un exemple de recherche finale sur Ovid. Par exemple, ici, on avait un total de 154 résultats. Puis par la suite, on a choisi nos critères d'inclusion et d'exclusion. Donc, on voulait vraiment des articles en français et en anglais qui étaient disponibles dans les bases de données pas mal dans toutes les années de publication. On voulait vraiment se concentrer sur les étudiants en médecine dentaire et sur l'apprentissage, particulièrement clinique et préclinique. Donc, on excluait tout l'apprentissage théorique des étudiants par modalité audiovisuelle. Et on voulait vraiment voir qu'est-ce qui en était sur les performances cliniques de ces étudiants qui avaient un apprentissage soit virtuel avec des capsules, soit en classe avec la présentation des cliniciens et les comparer. Donc, on a exclu vraiment tous les autres domaines de la santé et tout l'apprentissage théorique en ligne, les blending learnings, genre, c'était vraiment un apprentissage qui était combiné. Puis, on voulait vraiment, comme je vous dis, voir c'était quoi l'enseignement des compétences cliniques à distance et voir le résultat et l'appréciation des étudiants. Donc, on a divisé pas mal tous les articles qu'on a trouvés dans 3 catégories pour pouvoir vraiment les séparer. Et on a fait une première lecture préliminaire se basant uniquement sur l'abstract et une deuxième lecture sur tous les articles complet. Puis, par la suite, on a élaboré un tableau Prisma et on a vu qu'on avait un total de 35 articles qui étaient pertinents pour la recherche. Par la suite, on a élaboré un questionnaire Qualtrics qu'on a envoyé à 414 étudiants en médecine dentaire par leur courriel institutionnel. Puis, on a divisé le questionnaire en 5 grandes parties. Premièrement, l'accessibilité à la technologie des étudiants, les préférences des étudiants en matière d'apprentissage audiovisuel, l'efficacité perçue par les étudiants des capsules audiovisuelles, la confiance des étudiants par la suite d'une visualisation des capsules et le niveau de satisfaction ressenti par les étudiants. Donc, maintenant, je vais vous présenter un peu les résultats qu'on a obtenus. En ce qui concerne l'accessibilité à la technologie, pas mal 87,3% des étudiants considèrent qu'ils ont un accès facile à la technologie à partir de leur maison. Par rapport à la connexion Internet, on voit que c'est un peu divisé, mais une grande majorité des étudiants considèrent qu'ils ont une très bonne connexion Internet et leur environnement d'études est favorable. Donc, en ce qui concerne vraiment l'accessibilité à la technologie, on n'était pas inquiet. Par la suite, on a vu plutôt les préférences des élèves en matière d'apprentissage audiovisuel. On voulait voir ce qu'ils préféraient. Plus, par exemple, en ce qui concerne la présentation des capsules audiovisuelles. Donc, la majorité des étudiants préféraient des vidéos avec des narrations et des sous-titres, comparativement avec des vidéos qui étaient uniquement silencieuses, des vidéos qui avaient une musique de fond, avec uniquement de la narration ou des sous-titres. Donc, ils préféraient la totalité. Par la suite, les étudiants préféraient une démonstration clinique en combinaison avec une démonstration vidéo, en combinaison avec un protocole clinique. C'est comme ça que les étudiants se sentaient beaucoup plus prêts durant leur séance d'apprentissage à l'école. Aussi, les étudiants aimaient avoir la possibilité d'accélérer, ralentir, arrêter la vidéo lorsqu'ils en avaient besoin. Et les étudiants préféraient en grande majorité de regarder la vidéo avant d'assister aux séances cliniques plutôt que durant ou après. En ce qui concerne vraiment l'efficacité perçue par les étudiants des vidéos de démonstration sur leur acquisition de connaissances et des compétences cliniques, on peut voir qu'en ce qui concerne la compréhension, le fait de se souvenir de l'information, de perfectionner leurs compétences cliniques, de réviser les compétences cliniques ou de se préparer aux séances cliniques, vraiment la grande majorité des étudiants considèrent qu'ils sont tout à fait d'accord que les capsules audiovisuelles sont d'une grande utilité. Donc 54%, 52%, 42%, 61% et 70%.
On a aussi évalué la confiance des étudiants dans la reproduction de chaque étape dans les vidéos de démonstration au laboratoire ou en clinique ou en préclinique. Donc, la première question, c'était est-ce que je suis confiant à reproduire chaque étape montrée dans une vidéo? 60% ont dit qu'ils sont d'accord, tout à fait d'accord, on a 16%. Encore une fois, on voit que les étudiants sont satisfaits et que leur niveau de stress est considérablement réduit après avoir vu dans une vidéo une démonstration. Par la suite, on a parlé du niveau de satisfaction ressenti par les étudiants à la suite de l'utilisation des vidéos de démonstration. On voit que la plupart des étudiants considèrent que le fait de visualiser plusieurs fois une même vidéo, ça s'adapte à leurs préférences d'apprentissage, que le fait de visualiser à la maison des vidéos, et puis ils peuvent mieux gérer leur temps d'étude et que le fait d'arrêter, d'avancer, de reculer la vidéo s'adapte vraiment à leur préférence d'apprentissage. Donc, vous pouvez le voir ici dans le graphique. Et la dernière question qui a été posée à ces étudiants, c'était vraiment une question dichotomique, vraiment pour voir est-ce qu'ils avaient apprécié ou non, est-ce qu'ils aimeraient avoir plus de capsules audiovisuelles durant leur apprentissage clinique ou non, et est-ce qu'ils considèrent que ces vidéos sont d'une grande utilité pour leur apprentissage et leur performance en clinique. Et on voit que la majorité des étudiants considèrent que les vidéos sont très utiles dans leur formation clinique et ils ont grandement apprécié le fait d'avoir ces vidéos dans leur parcours scolaire. Puis en conclusion, ce qu'on peut conclure, c'est que les cliniciens doivent quand même consacrer du temps au laboratoire avec les étudiants pour développer des bonnes compétences cliniques. On l'a vu, les étudiants préfèrent avoir la totalité des démonstrations, non seulement une démonstration clinique, mais aussi par les cliniciens et même un protocole. Et que les capsules audiovisuelles doivent être simplement utilisées comme un outil complémentaire et non isolé dans l'apprentissage clinique, préclinique des étudiants en médecine dentaire. Donc, voilà, ça c'était pour ma présentation. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Angela, pour cette présentation éducative et qui, en tant que professeur, m'illumine également. C'est important de comprendre ce que les étudiants ressentent dans ce genre de situation. Juste une question générale et je passe la parole aux autres après. Est-ce que il vous a été possible ou il serait intéressant de faire une corrélation, par exemple, avec ce que les étudiants dans une autre discipline qui utilisent des techniques semblables, peut-être en sciences infirmières ou en optométrie ou en médecine vétérinaire? Est-ce que les gens en médecine dentaire se démarquent dans leur perception du reste de la population étudiante? Qu'en pensez-vous? Ah bon, ça c'est une question personnelle, mais moi je pense qu'en médecine dentaire, on a vraiment une éducation qui est théorique, pratique. On a beaucoup de cliniques, de précliniques, donc ça c'est ce qui nous différencie peut-être en optométrie. On a un contact très rapide avec les patients. On a beaucoup de laboratoires aussi. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé vraiment de se concentrer sur les étudiants de médecine dentaire et exclure les étudiants en médecine, en pharmacie et même les étudiants en hygiène dentaire. Il y avait beaucoup d'articles sur eux également. Mais on trouvait avec Dr. Esfandiari qu'on avait un parcours scolaire très particulier aussi. Et durant la pandémie de COVID-19, ça a été difficile l'adaptation au début, mais on peut voir que la réponse des étudiants face aux capsules audiovisuelles était très positive. Merci beaucoup. Madame Cléroux, je vois que vous avez votre main levée. La parole est à vous. Merci. Bonjour Angela, félicitations pour ta recherche. Pas évident de faire une recherche en même temps qu'on fait le DMD. Alors, bravo à toi. Ma question, c'est quand tu regardais la littérature, est-ce que c'est à peu près les mêmes, peut-être pas les mêmes questions, mais on voit que les étudiants ont quand même beaucoup apprécié les vidéos avant de faire leur clinique. Est-ce que c'était sensiblement les mêmes observations qui ont été faites dans d'autres milieux, que ce soit aux États-Unis ou au Canada ou ailleurs? Oui. La plupart du temps, je dirais pour la grosse majorité, on voyait que les étudiants préféraient avoir
une présentation, comme on a dit, des capsules audiovisuelles, mais en même temps, une présentation en classe qui se faisait également et une présentation des cliniciens vraiment dans les laboratoires pour pouvoir observer de plus près. Donc, les résultats que nous, on a obtenus à l'Université de Montréal, disons, étaient similaires à ceux qui avaient été faits dans d'autres universités. Avec quelques petites nuances, bien sûr, mais on a repris pas mal les gros sujets qui avaient été abordés dans d'autres articles aussi. Ouais. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres mains levées? Dr. Esfandiari, je vois votre main à nouveau. Vous avez de multiples mains, Dr. Esfandiari, aujourd'hui. Écoutez, moi, bon, merci beaucoup à Angela. Ça va aller sans dire, par exemple, que tout ça, ça se passait quand même là, dans une période assez serrée courant l'été. Moi, j'ai fait un commentaire, je n'ai pas de questions parce que j'étais vraiment au courant là, dans les détails de la recherche en tant que telle. Je pense que, comme vous avez mentionné, Dr. Nancy, l'importance de tout ce qu'on génère en tant que vraiment les données à la maison, ça devient vraiment d'une manière pas vraiment biaisée qu'on peut utiliser en tant que l'impact de données puis intégrer quand même au moins ici chez nous à la faculté. Je pense que l'importance de ça, je vois quand même parmi la liste qu'on a à notre vie citoyen aux études aussi. Je pense que qu'est-ce qu'on a sorti vraiment de la recherche d'Angela, c'est très, très une signe assez fort le désir de nos étudiants embarquer quand même sur certains outils que à l'heure actuelle, c'est vraiment la norme technologie, formation, puis je pense que on peut faire quelque chose pour la faculté en tant que pour la profession en dentisterie si on arrive vraiment avec des outils que nos étudiants désirent. C'est plus facile de dire que faire. Je comprends très, très bien. Moi aussi, par exemple, il faut que je gère. Mais je vous invite quand même de regarder. Puis pour répondre à ce que Mme Clairol a mentionné, puis vous aussi, Dr. Nancy, je pense que l'aspect particulier de notre formation, il faut être souligné qu'on ne voulait pas embarquer sur justifier vraiment la différence entre les professions plutôt que concentrer sur médecine dentaire. Puis on n'a absolument aucune raison de penser que notre formation, c'est différent aux États-Unis qu'ici, que peut-être aux autres pays développés. Donc, moi, je vous invite quand même de regarder le résultat. Et je pense qu'on a quand même un parcours qui est assez détaillé qui est chez nous pour augmenter les outils audiovisuels dans les cours qui nous permet vraiment d'intégrer ces genres d'outils. Merci beaucoup. Écoutez, merci beaucoup, Dr. Esfandiari. Le temps passe. Angela, à nouveau, merci. Et encore, je pense que Mme Clérou l'a souligné, c'est une étudiante dans notre programme conjoint DMD, MSC. Et félicitations pour votre progrès dans ce programme conjoint. Merci beaucoup. Donc, la prochaine présentation est celle de Mme Alison Looper, qui est également une étudiante au DMD conjoint, MSC. OK? Et non, c'est une stagiaire, d'été. Donc, il va nous parler, sous la direction du Dr. Esfandiari, il va nous parler de la prévalence d'agressivité des patients envers les étudiants de la Faculté de médecine dentaire de l'Université de Montréal. Alison, la parole est à toi. D'accord. Merci beaucoup. Je vais partager mon écran. Vous voyez bien? Oui. OK, parfait. Alors, bonjour à tous. Mon nom est Alison Looper. Je suis étudiante en deuxième année dans le programme de DMD et je vous présente aujourd'hui un projet sur lequel j'ai travaillé avec le Dr. Esfandiari lors d'un stage de recherche d'été l'été passé. Le projet s'intitule « La prévalence d'agressivité des patients envers les étudiants de la Faculté de médecine dentaire de l'Université de Montréal. » Alors, j'aimerais juste commencer en remerciant le Dr. Shahrokh Esfandiari, le responsable du projet, ainsi que la Faculté de médecine dentaire et la bourse de la financière et fonds Charon de m'avoir attribué ce stage de recherche, ainsi que Dr. Rhodes et Dr. Heyman de nous avoir fourni le questionnaire utilisé pour l'étude.
Alors, nous avons étudié l'agressivité des patients envers les étudiants en médecine dentaire. 2 études ont déjà été effectuées qui ont mesuré exactement ça. Un aux États-Unis à NYU et l'autre en Nouvelle-Zélande à l'Université de Otago. Et celui-là est une étude très récente qui vient juste de sortir. Et comme vous pouvez voir, les taux d'agressivité envers les étudiants en médecine dentaire sont quand même impressionnants et nous avons décidé que ça vaudrait la peine d'investiguer ça à l'Université de Montréal pour voir est-ce que c'est un problème qui existe chez nous et c'est quoi les détails en rapport à ça. Alors, l'objectif de cette étude, bien sûr, c'était de déterminer la prévalence d'agressivité des patients envers les étudiants en médecine dentaire au sein des cliniques de formation universitaire. Et le cas échéant, de décrire quel type d'agressivité sont prévalents. L'étude a été approuvée par le CERC de l'Université de Montréal ainsi que le comité scientifique de la faculté. Les sujets de l'étude étaient les étudiants en médecine dentaire de 3e, 4e et 5e année de l'année scolaire passée. Et l'outil que nous avons utilisé était un questionnaire d'auto-évaluation transversale et complètement anonyme qui a été effectué en ligne avec l'aide du logiciel Qualtrics. Nous avons commencé avec des questions démographiques et ensuite nous avons posé 17 questions sur l'agressivité des patients. La sollicitation des participants a été faite par courriel et le consentement des participants a été obtenu de façon implicite. Alors, nous avons affiché un feuille d'information au début du questionnaire avec toutes les informations sur l'étude et si l'étudiant a complété le questionnaire, ça comptait comme leur consentement. Alors, le questionnaire, nous avons étudié 4 différentes catégories d'agression. Physique, verbale, de type réputation et sexuelle. Les 3 premières catégories ont été adaptées à partir de Patient Aggression Toward Dental Students, qui était l'étude qui a été faite à NYU. Et les questions sur l'agression sexuelle ont été adaptées à partir d'une étude qui mesurait l'harcèlement sexuel envers des chirurgiens maxillofaciales. Et cette étude, ce questionnaire-là était déjà validé. Par la suite, nous avons pris toutes les questions et on a reçu du rétroaction par 5 étudiants en médecine dentaire afin de l'adapter à nos fins et de le clarifier, juste pour s'assurer que tout soit vraiment pertinent à notre étude et le contexte de l'étude. Par la suite, nous avons fait traduire le questionnaire en français par 2 autres étudiants indépendamment pour s'assurer de garder le sens exact des questions en français. Alors, je vous ai mis ici 4 exemples des différents types d'agressions dans le questionnaire. Alors, au début des questions, ça disait « Au cours de la dernière année, un patient vous a-t-il » et par la suite, on avait 17 exemples spécifiques d'agressions avec 5 choix de réponse pour chacun des questions. Alors, les choix de réponse étaient « Oui, 1 fois, 2 fois, 3 fois et plus », pas cette année, mais a eu lieu dans le passé ou n'est jamais arrivé. Alors, c'est ça le format du questionnaire. Pour les résultats, nous avons contacté 239 étudiants et 45 étudiants ont répondu, ce qui donnait un taux de réponse de 19%. Voici les données démographiques de notre population d'études. On avait 60% femmes, 87% ont dit qu'ils parlaient le français à la maison. 7% ont répondu que oui, ils portent des symboles ou des vêtements religieux lorsqu'ils travaillent dans la clinique dentaire. La répartition entre les 3 années d'études ont été relativement égaux et j'ai mis un graphique ici qui décrit l'ethnicité des participants. Alors, ce tableau résume les résultats du questionnaire. On peut voir ici le nombre de participants qui ont répondu oui à une des catégories d'agression au cours de la dernière année. Alors, un étudiant a subi une agression physique, 21 étudiants ont signalé des agressions verbales, 5 étudiants ont signalé des agressions de type réputation, 21 étudiants ont signalé des agressions sexuelles. Et pour le total de toutes les catégories, nous avons trouvé que 62% des étudiants ont signalé au moins
un type d'agression dans le questionnaire. Alors, c'est plus que la moitié des étudiants qui ont eu un incident comme ça. Et comme nous pouvons voir, les agressions verbales et sexuelles ont été les plus communs des 4 catégories que nous avons investiguées. Alors, pour l'analyse des données, nous avons comparé entre les groupes démographiques et les groupes qui ont répondu oui à les différentes catégories d'agression. Nous n'avons pas trouvé de différence entre les taux d'agression et l'ethnicité, l'année d'études, ni l'apport de symboles ou de vêtements religieux. Par contre, il y avait des différences relativement au sexe des participants. Les femmes ont signalé des taux d'agression plus élevés que les hommes. Alors, on avait 74% des femmes ont signalé des agressions versus 47% des hommes qui ont signalé des agressions. Mais cette différence n'était pas statistiquement significative, mais je vous ai mis ça parce que c'est quand même quelque chose qu'on a noté. Et ensuite, les étudiants qui parlent une langue différente que le français à la maison ont signalé plus d'agressions sexuelles que ceux qui parlent le français chez eux, ce qui nous a donné une valeur P de 0,053, ce qui est très près de la significance statistique. Et pour ces analyses, nous avons utilisé le QI carré de Pearson. Alors, comme j'avais mentionné, 62% des étudiants ont signalé au moins un incident d'agression par les patients au cours de la dernière année. Ces fréquences sont moins élevées que ceux trouvés à NYU et je dirais que ces différences pourraient être attribuées à des différences contextuelles. Vu que nos études étaient très, très similaires, on a pris les questions qu'eux, ils ont utilisées dans leur questionnaire. Alors, les différences doivent être à cause de différences de contexte. Ensuite, les fréquences que nous avons trouvées étaient plus élevées que ceux trouvés en Nouvelle-Zélande et je dirais que ces différences-là pourraient être attribuées à des différences méthodologiques puisque le questionnaire que nous avons étudié et aussi à NYU posait des questions beaucoup plus spécifiques que ceux posés par le questionnaire à Nouvelle-Zélande. Alors, ça aurait pu affecter les résultats et expliquer ces différences de fréquence. Et aussi, cette étude a potentiellement identifié des groupes d'étudiants qui sont plus à risque de subir ce type d'incident d'agression. Alors, les femmes ainsi que les étudiants qui parlent une langue autre que le français chez eux. Et c'est à partir des résultats que nous avons trouvés. Pour présenter les limitations de cette étude, je dirais que le taux de réponse basse et la population d'études petites a vraiment limité le pouvoir statistique de nos données. Et le questionnaire d'auto-évaluation, on a dû se fier aux mémoires des participants, de se souvenir d'événements qui se sont passés plusieurs mois avant la complétion du questionnaire. Alors, ça pourrait être une source de biais. Ainsi que l'étude a été effectuée pendant la pandémie COVID-19, ce qui aurait pu affecter les résultats aussi. Alors, pour les implications, les résultats démontrent que plus d'efforts sont nécessaires pour fournir les étudiants avec un environnement sécuritaire, ainsi que pour leur préparer à gérer ce type de situation lors de leur carrière. Ça pourrait être fait en développant des politiques, l'implémentation de stratégies de prévention et la disponibilité de soutien pour les étudiants exposés à l'agression, par exemple le soutien psychologique. Et je vous ai mis quelques idées pour les prochaines recherches sur le sujet ici. Alors, mieux comprendre les facteurs qui mènent à l'agressivité des patients pour pouvoir gérer ces facteurs. Les conséquences que l'agressivité des patients ont sur les étudiants pour pouvoir aider les étudiants par la suite, ainsi que les interventions efficaces pour diminuer l'agressivité des patients. Alors, merci de votre attention. C'est toutes mes diapositives. Alison, un grand merci pour cette présentation très claire. Malheureusement, le temps est en train de s'envoler et on n'aura pas le temps de prendre de questions, moins qu'il y ait une question rapide, urgente,
que quelqu'un voudrait faire? Il faut passer à la dernière présentation si on veut rester dans notre horaire. D'accord. Il y avait une question dans le chat qui dit « Savez-vous pourquoi le taux de participation a été si bas? » Et je m'excuse, il y a juste un P, je n'ai pas de nom qui est devant. Donc, la personne voulait savoir pourquoi le taux de participation était aussi bas. Ça se peut que c'est parce que nous avons envoyé le questionnaire pendant l'été. Alors, ça se peut que peut-être les étudiants ne suivaient pas autant leur courriel, mais nous avons envoyé 3 courriels de rappel après le courriel initial. Alors, on a fait ce qu'on pouvait. Peut-être qu'on aurait pu aller en personne pour solliciter des participants, mais c'est comme ça qu'on l'a fait par courriel. OK, merci. OK, merci beaucoup, Alison. Donc, notre dernière présentation pour ce midi est celle de Mme Assia Tounsi. Assia est une étudiante en biochimie et dans le programme honneur de biochimie de médecine moléculaire. Et elle a fait son stage dans mon laboratoire et le titre de sa présentation est l'effet d'une surexpression d'ODAM sur le comportement de cellules épithéliales. Assia, la parole est à toi. Parfait, merci. Donc, bonjour tout le monde, je m'appelle Assia. Puis aujourd'hui, je vais vous présenter brièvement mon projet de recherche que j'ai effectué dans le laboratoire du Dr. Nenshi et qui porte sur l'effet d'une surexpression d'ODAM sur le comportement des cellules épithéliales. Donc, il a été découvert que l'ODAM est fortement exprimé au niveau de la gencive, plus précisément au niveau de l'épithèle de jonction, illustré ici. Donc, l'épithèle de jonction, on se rappelle, c'est la partie spécialisée de notre gencive qui est non kératinisée, contrairement à l'épithélium oral et l'épithélium sulculaire qui, eux, sont kératinisés. Il est important de noter que l'épithèle de jonction se lie directement à l'émail via sa lame basale spécialisée. Et à titre informatique, la lame basale spécialisée, elle est atypique parce qu'en fait, c'est en raison de sa composition et du fait qu'elle s'attache directement à l'émail. Donc, l'épithèle de jonction est super important car il permet de protéger les tissus de soutien de la dent contre l'environnement agressif de notre bouche. Toutefois, notre bouche peut être la niche de bactéries virulentes qui ont la capacité d'attaquer l'épithélium de jonction. Et cette attaque bactérienne cause le détachement de l'épithélium de jonction de l'émail. Et ça permet donc aux bactéries d'aller au niveau des tissus de soutien de la dent et de les attaquer. Par conséquent, plusieurs problèmes au niveau de la gencive se manifestent, tels que l'inflammation, l'érosion et voire même la perte de dents. Donc, tous ces problèmes de la gencive engendrent la maladie parodontale. Donc, notre laboratoire a découvert il y a de cela quelques années que l'ODAM est localisé au niveau de la lame basale spécialisée de l'épithèlium de jonction, mais également au niveau des cellules de la couche superficielle de l'épithèlium de jonction, comme on peut voir marqué ici en vert. Donc, il est intéressant aussi de noter que l'ODAM est localisé dans la cellule au niveau du Golgi, comme on peut voir ici marqué en vert. Donc, les résultats de plusieurs laboratoires rassemblés ensemble permettent de donner une description générale d'ODAM. Donc, ODAM, c'est une protéine d'environ 30 kg d'Alten qui est encodée par un gène situé sur le chromosome 4q13. Aussi, ODAM est membre des SCPP. Les SCPP, c'est une grande famille de protéines impliquées dans la déposition du calcium. Il est important de noter aussi que ODAM n'a aucune homologie de séquence. Donc, ODAM est connu pour avoir 2 fonctions bien définies. La première étant que ODAM maintient l'état indifférencié des cellules de l'épithélium de jonction. Donc, si on se réfère ici à la coupe histologique en B, on peut voir qu'en l'absence d'ODAM, les cellules de l'épithélium de jonction deviennent kératinisées. Et la fonction numéro 2 d'ODAM, c'est qu'elle a des propriétés adhésives qui lui permettent en fait de lier la lame basale spécialisée à l'émail. Donc, il y a de cela quelques années, notre laboratoire a créé une souris qui n'exprime pas ODAM
et on a découvert que l'épithélium de jonction nouvellement formé était affaibli et par conséquent, il y a eu un détachement de l'épithélium de jonction de l'émail, comme on peut voir ici en B. Avec le temps, il y a eu l'apparition de la maladie parodontale. Donc, notre laboratoire a suggéré qu'Odam pourrait assurer une protection contre la maladie parodontale. De plus, il est intéressant de noter que Odam a été tout d'abord découverte au niveau des cellules du carcinome gastrique Cato3. Des études subséquentes ont été faites et ont découvert que Odam se retrouve dans des cancers épithéliaux de type du sein, des poumons et de l'estomac. Et l'hypothèse qui a été établie, c'est que Odam pourrait être potentiellement impliqué dans les cancers épithéliaux. Donc, avec les découvertes qui ont été faites sur Odam, l'hypothèse que notre laboratoire a pu émettre dans le cadre de ce présent projet est que Odam pourrait avoir un effet sur le comportement cellulaire. Donc, en ce qui concerne les manipulations expérimentales du présent projet, on a utilisé 2 lignées cellulaires de type kératinocyte, donc les A4 et les A4 surexprimants Odam. On les a cultivés sur 2 substrats, donc le 10-hydroxyapatite et la lamelle de verre. Le 10-hydroxyapatite, c'est un substrat qui mime l'émail et la lamelle de verre, c'est en fait une surface contrôle. Donc, on a fixé nos cellules et après, on a processé à de l'imagerie par microscopie à fluorescence et microscopie électronique à balayage. Donc, maintenant, je vais vous présenter brièvement les résultats que j'ai obtenus. Donc, pour parvenir à confirmer ou infirmer l'hypothèse de départ, l'objectif numéro 1, ça a été de vérifier l'effet d'Odam sur la prolifération cellulaire des A4. Donc, pour y parvenir, on a effectué un comptage des noyaux des cellules A4 et des cellules A4 surexprimant Odam lorsqu'elles se trouvent sur les lamelles de verre et les disques d'hydroxyapatite. Et le comptage a été effectué à l'aide d'un logiciel d'imagerie. Donc, si on se rapporte au graphique, on peut voir que les cellules A4 surexprimant Odam, illustrées en bleu ici, ont un nombre plus élevé de cellules que les cellules A4, qui sont illustrées ici en jaune. Et il est important de noter que c'est au niveau de l'hydroxyapatite que le nombre de cellules A4 surexprimant Odam est plus élevé. Donc, la conclusion qu'on a pu émettre, c'est que l'expression d'Odam par les cellules augmente la prolifération cellulaire et cette augmentation est plus importante quand les cellules sont mises sur de l'hydroxyapatite. L'objectif numéro 2, ça a été de vérifier l'effet d'Odam sur la taille des cellules A4. Donc, pour ce faire, on a mesuré la surface cellulaire de nos cellules et on l'a fait encore une fois avec le logiciel d'imagerie. Et si on se rapporte au graphique ici, on peut voir que c'est les cellules A4 qui surexpriment Odam qui ont une taille plus importante que les cellules A4. Donc, la conclusion qu'on a pu émettre, c'est que l'expression d'Odam par les cellules augmente leur taille. Et il est intéressant de noter que c'est au niveau de la lamelle de verre que les cellules A4 surexpriment Odam ont une taille plus élevée. Et ça, c'est quelque chose qui est normal, qui a été attendu parce que la lamelle de verre, elle est connue pour être propice à l'étalement cellulaire. Donc, les conclusions qu'on a pu tirer de ces résultats-là ont pu confirmer en effet que Odam a un effet sur le comportement cellulaire. Donc, la suite logique de ce projet, ça sera d'étudier l'effet d'Odam au niveau moléculaire. Donc, la perspective d'avenir de ce projet, c'est qu'une meilleure compréhension des fonctions d'Odam permettrait le développement des thérapies contre la maladie parodontale, mais aussi contre les cancers d'origine épithéliale. Donc, j'aimerais remercier Dainelise, Dr. Voisin et Dr. Nancy de l'encadrement. Et donc, merci de votre écoute et n'hésitez surtout pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, Assia, pour ta présentation. J'aimerais souligner ici que c'est intéressant de voir que les gens du département de biochimie trouvent qu'il y a des choses intéressantes qui se passent à la faculté de médecine dentaire. Et c'est avec des gens comme Assia qu'on va pouvoir
s'étendre et valoriser un peu les activités qui se passent chez nous. Donc, est-ce qu'il y a des questions rapidement? On peut prendre quelques minutes et si on veut rester dans notre temps. Bon, Assia, juste une question assez rapide. L'importance d'avoir fait des analyses sur l'hydroxyapatite. Tu l'as dit, mais j'aimerais que tu nous le réaffirmes. Pourquoi est-ce qu'on a choisi ce substrat-là pour cultiver les cellules? Ben, en fait, comme je l'avais dit, l'hydroxyapatite, c'est un substrat qui mine l'émail. Et donc, nous, ici, on voulait voir, donc l'émail, c'est ça. Puis nous, dans le fond, on voulait regarder, en fait, on voulait mimer l'environnement de la gencive, donc de l'émail. Donc, c'est pour ça qu'on a utilisé l'hydroxyapatite, puis c'était le meilleur substrat pour le faire. Et ouais, c'est ça. Okay. Et le lien que tu as fait entre ODAM et les cancers, ODAM dans une structure buccale et les cancers d'origine épithéliaux, est-ce que tu penses qu'il y a un intérêt à regarder ce qui se passe dans une cellule qui demeure indifférenciée et dans une cellule néoplasique qui se dédifférencie? Est-ce que ça peut signifier ou nous apporter quelque chose sur le comportement cellulaire? Comment contrôler le comportement cellulaire? Bien, c'est sûr, vu qu'on a trouvé que ODAM se trouve au niveau des cancers, puis que, par exemple, comme j'ai dit, dans les cancers épithéliaux, par exemple, le sein, et qu'on a vu que ces cellules-là, qui normalement, elles sont différenciées, elles deviennent indifférenciées en raison possiblement d'ODAM. Donc, ça serait vraiment important d'évaluer, dans le fond, c'est ça, ODAM et ses implications dans les cancers. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, c'est bien. Est-ce qu'il y a des questions de l'audience, de l'auditoire? Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, j'aimerais me remercier Assia pour sa présentation qui était claire et d'avoir pataugé dans un sujet qui est très large et plutôt complexe, de nous avoir présenté une histoire bien précise. J'aimerais également remercier tout le monde de leur participation à cette présentation de ce midi et rappeler à tout le monde que le 20 janvier, nous avons la matinée de la recherche, on n'a pas la journée, on va avoir la matinée de la recherche et que cette matinée de la recherche va porter sur une thématique très intéressante qui est la thématique d'une seule santé. Vous comprendrez pourquoi la médecine dentaire se sent interpellée par ceci. Et j'aimerais juste rappeler que la thématique d'une seule santé se retrouve parmi les priorités institutionnelles dans le plan de la recherche des prochains 5 ans. Donc, et je pense qu'on va pouvoir contribuer beaucoup à cet aspect. Donc, j'espère vous retrouver tous donc le 20 janvier au matin et passer encore une période de temps très intéressante ensemble. Dr. Esfandiari, vous avez la main levée. Non, non, tout simplement, ça a été pour vous applaudir, par exemple, pour l'organiser l'événement. Merci. OK, donc merci beaucoup à tous et au 20 janvier. Bonne journée.